Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui auprès de vous. Je vois qu'il y a que des mecs, comme d'habitude. Ah, il y a quelques femmes quand même. Quelques cheveux blancs et certains qui n'ont plus de cheveux. Bon, c'est mon public habituel, agriculteur. Alors, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui dans votre région pour parler de l'impact du changement climatique sur l'agriculture pendant qu'on met le, le, le diapo. Je me présente, je suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie. L'agroclimatologie, c'est la science qui étudie l'impact du climat sur l'agriculture. Je suis également chasseur d'orage, photographe d'orage la nuit et agroclimatologue le jour. Vous avez peut-être l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux avec du chapeau de cow-boy ou sur les plateaux télé. J'essaye de vulgariser les impacts du climat sur l'agriculture à tous. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt technique un petit peu ce matin. Ce soir, on aura une conférence sur le même style et plutôt grand public. Alors, mon objectif aujourd'hui, ici, est de venir vous dire un mot. Juste un mot, c'est mon mot de conclusion, c'est le mot anticiper. On est capable de faire face au changement climatique. On va pas écouter certains discours catastrophiques. On est capable, dans le milieu agricole, de faire face au changement climatique, notamment en anticipant suffisamment en amont. Ce qui suggère en amont d'avoir les connaissances scientifiques, on commence à les avoir, les connaissances techniques, c'est vous qui les avez et vous les avez suffisamment. Et ensuite, derrière, ce sont les adaptations financières. C'est là où ça bloque un petit peu, c'est qu'il faut se définir un cap d'anticipation pour anticiper ces impacts. Donc, aujourd'hui, on va parler de pas mal d'adaptations factuelles, de choses factuelles qu'on aura dans le diapositive et qu'on est capable d'anticiper. Alors, dans un premier temps, on va regarder dans le passé. On va regarder 2021, 2022, 2023, 2024. On va regarder ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre que l'impact du changement climatique est déjà une réalité de terrain. Je pense que je ne vous l'apprends pas, vous l'observez vous-même sur le terrain. Ensuite, on va regarder des aspects climatiques, donc des évolutions de précipitations, des évolutions de température, des evapotranspirations, des irrigués des sols, la sécheresse. Et puis ensuite, on va regarder les aspects du territoire, notamment les évolutions, le maïs sur les vaches laitières, sur les vaches peu courtes d'ailleurs, sur le blé, sur le fourrage, mais également peut-être de nouvelles filières qu'il y aura sur le territoire. Alors, je commence juste par deux définitions, qu'on soit d'accord sur les différents rôles de mon métier. Mon premier rôle est agrométéorologue et mon second est agroclimatologue. Bon, si vous connaissez la différence entre météo et climat, vous comprendrez directement la différence ici. L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. En gros, c'est court terme. Si vous regardez les prévisions d'Evelyne Delia, et malheureusement aussi de Catherine Laborde, de Petite Pensée au passage, eh bien, elle va vous donner le temps qu'il fait dans les prochains jours. Pareil sur Winat Sunkrop, les prévisions météo. Et vous, indirectement, en tant qu'agriculteur, vous allez traduire ces éléments de prévision dans les prochains jours en impact agricole et donc action, décision de terrain. L'agrométéorologie, c'est vous, c'est plutôt vous, plus que moi. C'est en gros, est-ce que je dois semer mon blé dans la semaine? Est-ce que je dois irriguer mon maïs? Est-ce qu'il y a une vague de chaleur de prévue sur les vaches laitières, donc je dois les rentrer? Ou alors les mettre dans des parcelles plus arborées, etc., etc. C'est des actions, décisions de terrain. Mon rôle aussi en tant qu'agroclimatologue, c'est d'aller plus loin. L'agroclimatologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture, c'est donc le long terme. En gros, c'est des décisions économiques et sociopolitiques qui ne font pas intervenir que l'agriculteur. Est-ce qu'il y aura des filières de l'abricot sec, par exemple, d'ici dans la région en 2060? Est-ce qu'on aura plus de vignes? Est-ce que les cépages seront différents? Est-ce que le goût du vin produit dans la région sera différent? Est-ce que j'aurai toujours des vaches laitières en 2070 ou les problématiques de fourrage seront trop importantes pour en avoir? Est-ce que je ferai toujours du camembert en Normandie? Est-ce qu'on pourra toujours manger de la raclette en hiver? Ou est-ce que le vin de Châteauneuf-du-Pape, ce sera toujours Châteauneuf-du-Pape? Donc là, ça ne fait pas intervenir que vous, agriculteurs, ça fait intervenir des décisions économiques et sociopolitiques, mais aussi de l'anticipation. C'est ce que je disais tout au début. Alors, je fais des retours maintenant sur les épisodes climatiques qui ont marqué notre agriculture ces 4 dernières années. Je commence par 2021 avec cet épisode de douceur qu'on a eu là fin mars sur la France. Il a fait 27 degrés du côté Zénia fin mars, qui est incroyable pour une fin mars. Descente d'air froid derrière, moins 6 degrés
Tous les végétaux qui ont débourré, ouverture des bourgeons à cette période-là, fin mars, ont brûlé avec la descente d'air froid. On soit d'accord? Je ne reviendrai pas forcément sur ce sujet, mais qu'on soit d'accord, le problème n'est pas la descente d'air froid. Parce que la descente d'air froid en avril, je suis désolé, il y en a toujours eu, hein, depuis que je suis né, depuis que vous êtes né d'aléa. Le problème est les 30 degrés qu'on a eu parfois début mars, qui ont fait que les végétaux étaient très en avance. Ça, c'est le premier point. Les gels tardifs, 2 milliards d'euros de dégâts, à moins 59% pour la rupture, moins 59% pour la boîte de table. C'est économiquement un désastre pour les viticulteurs et les arboriculteurs. Ça a été tellement médiatisé en France que c'est même allé jusqu'au New York Times qui se demandait si on aurait du vin français pour cette année. Il y a d'autres réserves climatiques, on va dire, mais il y a eu moins 30% de production quand même. C'est un impact économique important. Je reviens sur 2022. Maintenant, avec les photos que j'ai faites ici, c'est le viaduc de Millau. Hein. Je sais qu'on est loin, mais j'habite pas très loin, j'habite vers Montpellier. Alors 2022 a été marqué par cette dépression ici au large du Portugal. À l'avant de la dépression, il y a une remontée d'air chaud, ce qu'on appelle le sirocco. En ligne de cette remontée d'air chaud, cette dépression est restée positionnée une bonne partie de l'année, on retrouve les Deux-Sèvres, on retrouve Angers, on retrouve Nantes également, avec beaucoup de sable sur les voitures. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette année 2022 a été marquée par des vents de sud très marqués, ramenant de l'air chaud. C'est la première année la plus chaude en France, la plus chaude que j'en ai observée. Et la deuxième, la plus sèche, puisque notre rail d'ouest, c'est-à-dire les mercurmations d'ouest, on connaît depuis 2 ans d'ailleurs maintenant, eh bien, ne marchait plus, c'est plutôt du vençon. Donc année chaude, année sèche, perte de rendement très importante. Vous avez ici 2 exemples, culture d'été, culture d'hiver. Donc le maïs qui pousse en été jusqu'à moins 28% en non irrigué et également moins 15% en irrigué pour les stress thermiques. Et là, vous avez hausse de rendement pour le blé et diminution dans le sud. Donc déjà, premier point, les cultures qui poussent en été auront des impacts beaucoup plus marqués que les cultures qui poussent en hiver. Ça, c'est des choses que je vais expliquer tout à l'heure. Si je regarde au niveau de plusieurs productions, notamment les productions principales de la région, on retrouve, alors j'ai pris ça en bas de Havre, de l'Aquitaine, Bretagne, avec moi un peu autour de la région. En rouge, ce sont les pertes de rendement. Donc en gros, là, on a perdu des rendements par rapport aux 5 dernières années. Vous retrouvez les cultures en haut, tournesol, sorgho, soja, maïs grain et etc., etc. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a eu des pertes de rendement sur pratiquement toutes les cultures. Plus on se décale vers la Bretagne, plus on a des cultures d'hiver, orge d'hiver, blé d'hiver, colza d'hiver qui ont des hausses de rendement. Et ce sont les cultures d'été qui en ont des baisses. Voilà. Donc toujours cette particularité au niveau de la Manche, au niveau des rendements pour les cultures d'hiver. Alors ça, on va certainement le revoir tout à l'heure lors de la présentation suivante aussi. Vous allez me demander 2022 qui était vue année en pic pour l'instant, une année exceptionnelle. On la place ici en violet sur le graphique. À partir de quand ça sera une année normale? En gros, à part combien de temps j'ai pour m'adapter à une année de type 2022? Vous avez ici en rouge les projections. Ça, ce sont projections. Jet, c'est la modélisation. En noir, les petits points, ce sont les observations. En gros, ce qu'on a mesuré. Pas des projections, ce sont des observations, des faits. Et en 2022, vous l'avez en violet. Déjà, ce qu'on observe, c'est une espèce de variation interannuelle des points qui sont autour de cette projection qui se réchauffe. Donc, on a la tendance de fond, le monsieur qui promenait son chien là-haut. La tendance de fond, c'est le trajet du monsieur en bleu et la variabilité interannuelle en rouge. Ok? Donc, ce n'est pas parce qu'on a une période plus froide, une période avec de la neige ou une période un peu plus pluvieuse que c'est la tendance de fond, qu'on soit d'accord. Donc, j'ai cette tendance de fond en rouge. 2022, je la projette, je tombe sur 2050. Ça veut dire que l'année 2022 sera normale en 2050. On soit d'accord? Il nous reste à peu près 30 ans pour éviter les pertes de rendement observées. Alors, depuis 2022, on a eu une période pluvieuse extrêmement importante, notamment 2024. Dans certaines régions du nord de la France, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres pour Niort, pour Angers ou pour Nantes, mais en tout cas pour Paris et pour une partie de la Normandie, c'est l'année la plus pluvieuse jamais enregistrée. Et nous sommes en train de partir en 2024 sur le mois de janvier le plus pluvieux jamais enregistré, d'où les inondations.
Quel est le lien entre cette sécheresse de 2022 et la suite qu'on a maintenant inondée pendant 1 an, voire plus? Bah, vous allez voir avec les évolutions climatiques que le changement climatique en France est différent suivant les régions. Ce n'est pas parce qu'on vous parle de sécheresse aux infos que vous êtes forcément concerné jusqu'à la fin du siècle. Je commence déjà par cette figure qui montre les pluies qui tombent en France depuis 1961. Chaque petit point que vous voyez là, c'est un pluviomètre, une mesure à pluie. En vert, eh bien, on a plus de pluie observée sur l'année. En rouge, on en a moins. Donc, sur notre territoire d'études, on est plutôt sur la partie verte. Et d'ailleurs, Nantes vient dans la partie verte. C'est-à-dire que pour l'instant, à Nantes, depuis 1959, 1961, 1961, il pleut plus. On a plus de pluie à l'année. On n'en a pas moins, on en a plus à l'année. Par contre, dans le sud de la France, effectivement, on en a moins, surtout sur les côtes des Cévennes et puis la Côte d'Azur. Donc déjà, ça c'est un fait, ce sont les observations des données météorologiques. Au niveau des surfaces en sécheresse, ça va peut-être vous étonner, j'ai pas l'habitude de dire ça. Vous avez moins de surfaces en sécheresse dans la région depuis 1959. Pour l'instant, en Bretagne et puis sur une partie des Pays de la Loire, sauf sur la partie sud du territoire, on en a un petit peu plus. En tout cas, on en a moins. Vous verrez tout à l'heure les différentes figures à ce sujet. Dans le nord-est de la France, on a plus 10% de surface en sécheresse, 15% en Auvergne et 11% dans le Languedoc. Donc effectivement, plus de sécheresse sur une bonne partie de la France, malgré le fait qu'il pleuve plus dans le Grand Est, eh ben, il y a aussi plus de sécheresse. On va expliquer aussi pourquoi plus tard. Donc maintenant, je me projette. Non, je me projette pas. Je regarde encore ces observations depuis 1950. Alors là, vous avez chaque barre, ce sont les sécheresses, des pourcentages de sécheresse dans chaque région. Pour commencer, le Languedoc, là d'où je viens, vous voyez cette progression en rouge, là c'est la moyenne. La progression en rouge fait que la sécheresse est en train de monter. C'est pour ça qu'on a plus 11% de surface en sécheresse. Ça monte à la fois dans un fond, mais aussi en pic. Vous voyez, 2022 et 2023, ce sont des années exceptionnelles. Alors dans les Pays de la Loire, on n'a pas de tente. Que ce soit clair, il n'y a pas plus de sécheresse qu'avant. On est plutôt sur une variation classique. On n'a pas de tendance de fond, du moins, pour l'instant. On soit d'accord, je dis bien pour l'instant. Donc 1976 reste la référence pour le coin, 1989 et 2005. Alors si je me projette maintenant dans le cadre du changement climatique, la France étant au milieu, ici c'est l'Europe, vous avez cette zone marron et une zone bleue. La zone marron, c'est là où il y aura moins de pluie à l'année. La zone bleue, c'est là où il y en aura plus. Et la zone hachurée, c'est là où on a une certaine forme d'incertitude. On ne sait pas trop dans quel sens ça va. On dit que c'est plutôt stable. Ça veut dire que là, quand je regarde ce graphique, dans la région, on aura des précipitations qui seront plutôt stables encore à l'année. Donc vous aurez de l'eau. On n'est pas sur une désertification. Vous aurez de l'eau à l'année. La problématique est plus importante, notamment dans le sud de la France, où là, il y en aura effectivement moins. Et vous regardez le Maroc, on ne voit presque plus. Là, c'est une problématique de désertification. Ce n'est pas le cas ici. Alors oui, vous aurez de l'eau à l'année, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture est une activité saisonnière. C'est-à-dire que je dois regarder au niveau des saisons. Donc oui, vous aurez la même quantité d'eau à peu près à l'année suivant les différents modèles, voire certains, voire un petit peu plus. Par contre, vous en aurez beaucoup plus en hiver et beaucoup moins en été. Et c'est là où ça devient problématique, parce qu'en été, il nous faut de l'eau pour la croissance des végétaux, et là, il y en aura moins. Et en hiver, il ne faut pas forcément des excès d'eau, notamment par rapport aux semis ou à l'automne pour les récoltes des cultures qui ont poussé en été. Donc vous avez les deux effets, qu'on soit d'accord. Ce n'est pas parce qu'il y a des inondations régulières dans le nord-ouest de la France que ça va masquer des sécheresses estivales qui arrivent derrière. Le changement climatique dans votre région est une accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Donc ce qui se passe actuellement à Redon est en lien aussi avec l'évolution de la température de la mer. On le verra tout à l'heure. En été, on peut avoir des sécheresses plus marquées comme en 2022. Par contre, dans le sud de la France, ce n'est pas le cas. Dans le sud de la France, on a une incertitude en hiver et on a une diminution en été. C'est-à-dire qu'on aura moins d'eau à l'année. C'est pour ça que dans le sud de la France, on parle souvent de sécheresse. Voilà.
Les impacts sont régionaux en France, ne l'oublions pas. C'est pour ça que je suis agroclimatologue, c'est que j'essaye de m'adapter au territoire dans lequel je suis. L'indice hydrique des sols. L'indice hydrique des sols, c'est la sécheresse. L'indice hydrique des sols, quand on est à 0 ici, là, en rouge foncé, il n'y a pas d'eau dans les sols. Quand on est à 1, voire au-dessus de 1, le sol est saturé en eau. Là, c'est la moyenne 1976-2005, le passé proche, et 2070-2100, le futur lointain. Ce qu'on voit dans la région, c'est qu'on est à peu près autour des 80 à 90% de remplissage d'eau en pourcentage dans nos sols, en hiver. Il y aura de l'eau dans le sol en hiver. Qu'on soit d'accord, il y aura de l'eau forcément pour notre colza, pour notre orge, pour votre blé, qui seront toujours là en 2050. Par contre, quand je regarde l'été, là, ça devient, on voit plus très bien avec le lever du soleil, pour une fois qu'il y a du soleil, eh bien, en été, vous voyez, on a un indice des sols qui est déjà plus bas dans le nord-est de la France dans le passé, puisque votre sol est moins profond ici que dans les bassins céréaliers, et il descendra encore plus bas dans l'avenir. Moins d'eau en été, température plus élevée, donc évapotranspiration plus importante, mais également des orages plus pluvieux avec plus de ruissellement. Donc les enjeux du territoire vont être de retenir cette eau quand elle sera en excès, sous différentes formes, paysagères ou non, pour la redistribuer en été. Donc quand je regarde l'indice hydrique des sols, donc là je prends ponctuellement sur 4 villes françaises, qui sont ici Toulouse et Nîmes. Quand on est en bas dans le graphique, c'est la sécheresse. Quand on est en haut, c'est des excès d'eau. En vert 1970, en rouge 2070, un siècle plus tard. Hiver, printemps, été, automne. Quand vous regardez Nîmes, le vert est au-dessus de la courbe rouge, donc 1970 est au-dessus de 2070 tout le long de l'année. Ça veut dire que tout le long du siècle, même en hiver, sauf éventuellement 1 ou 2 semaines au printemps, l'indice hydrique de la sécheresse va progresser, même en hiver. On regarde qui sont, on regarde Saint-Amand, le orange ou le rouge sont au-dessus du vert au printemps, excès d'eau. Par contre, on passe en dessous en été, déficit d'eau, accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Les solutions sur le territoire doivent prendre en compte les deux aspects. Voilà, donc ça c'était pour regarder ponctuellement sur la région. Et là, vous avez l'indice de sécheresse de la région. Ce qu'on voit, c'est que du côté de Clisson ou Mauléon, avant les années 2030, on n'avait pas forcément d'évolution à la hausse, c'est ce qu'on a observé. Après 2030, ça commence à monter, notamment à cause de la sécheresse estivale et malgré les excès d'eau en hiver. Vous voyez du côté d'Alpi ou Clermont-Lérault, du côté de Montpellier, là, ça monte depuis les années 2000. Donc, on retrouve bien cette logique qu'on a vue tout au début. Alors, là, c'était des moyennes au niveau de l'eau. Je vais bien détailler l'eau, hein. Moins la température, mais je vais bien détailler l'eau. Au niveau des moyennes, c'était des moyennes. Je vous montrais des moyennes de 2070, 2050. Il ne faut pas oublier des événements extrêmes. Donc, la pluie qui peut tomber en une journée, les orages. Là, vous avez le cas de Grèce, qui n'est pas votre cas, mais je voudrais vous montrer qu'il y a quand même des cas beaucoup plus graves dans le sud de la Méditerranée. Là où il pleuvra beaucoup moins à l'année, par contre, quand il va pleuvoir, eh ben, il va pleuvoir. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Valence, ce qui s'est passé aussi du côté de l'Aude régulièrement, ou du côté de l'arrière-pays niçois. Chez nous, nous avons les épisodes méditerranéens d'automne. C'est pour ça que j'habite là-bas. Alors là, vous avez la Grèce, 31 août 2023, 9 septembre 2023. On a eu 3000 mm de pluie en 3 jours. 3000 mm de pluie. En gros, chez vous, il est tombé 1000 mm en un an. Là, il est tombé 3 fois plus en quoi, je crois. Je sais pas si vous imaginez. Donc là, en gros, il y a eu une vague qui est passée, qui a emmené le sol, la terre, la maison, la voiture, et puis les arbres. Enfin, tout est parti, quoi. Il y avait plus, il y a rien qui, dans une vague qui a tout pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on a eu une mer extrêmement chaude en 2023 qui n'a d'ailleurs toujours pas diminué. Donc cette mer chaude va alimenter un peu plus ces orages. En Méditerranée, en plus, on a des vents locaux, Bistral, Tramontane ou d'autres types de vents en Grèce qui alimentent aussi ces orages. On a des reliefs qui font des effets d'écoulement. On a une bétonisation intensive. On a des sécheresses estivales qui font une couche hydromorphe en surface. Et puis la garrigue n'est pas une végétation luxuriante, elle ne ralentit pas autant l'eau qu'une forêt de feuillus ici du côté de Mauléon. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une accentuation de l'effet changement climatique du fait de la structure
du paysage. Alors ça, c'est pas des choses 3 millimètres de plus, ça n'arrivera pas chez vous. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est surtout dans la Méditerranée. Chez vous, c'est différent. Votre logique d'augmentation de précipitations en événements ponctuels est différente. Elle dépend des rivières atmosphériques. Les rivières atmosphériques, ce sont des courants d'air, en fait, qui rapportent de l'air très humide et très chargé en eau des tropiques, généralement avec des records de chaleur. Ce qu'on voit là, vous avez le cyclone Kirk qui est passé chez vous il y a pas longtemps, d'ailleurs qui a détruit certains champs de maïs. Ça, c'est bien des photos de notre région, hein, avec érosion et maïs qui a été couché par le vent, mais aussi par les excès d'eau du fait que la terre est plus malléable. Eh bien, ce cyclone a pris forme ici. On voit bien qu'il a pris, là-bas, c'est la température de la mer. Il a pris toute cette chaleur de la mer, cette énergie, et vous la redéversez, vous la ramenez dans les terres. Vous aurez des rivières atmosphériques plus violentes et donc des excès d'eau ponctuels plus violents. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc c'est la mer chez vous qui va vous ramener de cette humidité en hiver. Alors ça, c'était pour l'eau des sols. Les sols, c'est les 2 premiers mètres. Là, on va descendre en profondeur. On va regarder au niveau des nappes phréatiques. Vous avez ici donc les différents résultats du projet Explore 2. Je vais regarder ici avec qui fréquence accrue des sécheresses hydrogéologiques. C'est-à-dire que vu que vous aurez des excès, des déficits d'eau de surface, et vu que vous n'avez pas beaucoup de nappes phréatiques de profondeur, voire pas du tout, vous dépendez beaucoup de l'eau de surface. Donc vous allez avoir des ressources en eau qui vont faire comme ça. Tout comme l'eau qui tombe du ciel. Vous êtes très sensible. Il n'y a pas de tampon des nappes phréatiques chez nous. Vous êtes très sensible à l'eau de pluie. Alors, il n'y a pas que des sécheresses en France, hausse des précipitations annuelles dans le nord et hausse du niveau des nappes moyens dans le nord. Qu'on soit d'accord, les différences sont importantes pour le nord et le sud. Voilà, il n'y a pas que des sécheresses qui vont arriver en France. Et je terminerai sur cette partie sur l'eau par l'eau d'écoulement. L'eau d'écoulement, c'est les rivières et les fleuves. Alors là, vous avez l'hiver, printemps, été, automne. En bleu, c'est quand on a plus d'eau, un niveau d'eau plus élevé, et en marron, c'est quand il est plus bas. Bon, là, c'est hyper logique. Vu qu'il pleuvra plus en hiver et moins en été, pas forcément. Il y aura plus d'inondations en hiver et moins en été. Voilà, donc il n'y a rien de magique. Les niveaux d'eau réagissent à la quantité d'eau qui tombe. Au niveau de la température, je vais aller plus vite, parce que ça, c'est des choses que vous connaissez. La température augmente dans le monde, donc là, c'est une figure mondiale. Attention à bien prendre toutes les données climatiques pour bien voir cette tendance de fond et ne pas regarder sur 5 ans pour me dire qu'il y a un refroidissement climatique sur 5 ans. Donc, regarde de tendance de fond pour un changement climatique et pas sur une seule station, sur toutes les stations mondiales. Donc, le climat français remonte par le sud. Ici, on avait à peu près 11 à 12 degrés de température moyenne annuelle. Dans l'avenir, ce sera plutôt 13 à 14, ce qui correspond à Carcassonne. Donc, on a un climat de sud-ouest qui remonte. Ça, c'est pour un réchauffement modéré. En réalité, on est un peu plus haut. Donc ça, c'était pour les températures moyennes qui vont vous garantir l'aire de répartition de vos cultures. On regarde aussi, en agriculture, les températures extrêmes. Ce sont les canicules. Vous les avez ici représentées par des bulles. Plus la bulle est grosse, plus la canicule était importante. Depuis 1947 jusqu'à 2024. Ce que vous observez, c'est qu'après les années 2000, on a 4 fois plus de canicules et les bulles commencent à grossir. Elles sont de plus en plus intenses. Et ça, c'est un problème pour nos jeunes, notamment nos jeunes agriculteurs. Il m'arrive régulièrement sur les réseaux sociaux de me faire, pour être gentil, d'insulter par certains jeunes, hein, qui ont peut-être un petit peu trop regardé YouTube. Eh bien, ces jeunes-là viennent me dire, mais pourquoi tu t'excites quand il y a des canicules en France? Il y en a toujours eu. Bah oui, c'était né après les années, il y en a toujours eu. Mais notre être, notre chaîne qui est présent là sur les parcelles, il ne les a pas vécues, ces canicules-là, avant les années 2000. Donc, il y a son climat qui change et son dépérissement qui le guette au coût de ces canicules. Il y a également les filières agricoles sur le territoire, le maïs, le colza, le blé, notre lait aussi, qui se sont établis bien avant les années 2000 et qui ont des impacts économiques parce qu'il y a des canicules tous les ans. Maintenant, donc le nombre de jours à 35 degrés va forcément évoluer avec un gradient que vous voyez ici sur le territoire. En 1960, on avait entre 0 et 1 à 2 jours du 35 degrés par an sur votre territoire.
Dans l'avenir, on atteindra parfois les 20. Alors bien sûr, il y a un dégradé ouest-est suivant et nord-ouest sud-est suivant la présence de la mer. Ça, c'est logique par rapport à son rafraîchissement. Donc une température à 35 degrés qui augmente à Clisson. De 1950 à 2100, vous avez ici la courbe en rouge, c'est le réchauffement le plus fort. On pourrait avoir jusqu'à 15 jours au-dessus des 35 degrés par an, ce qui reste ridicule par rapport à Nîmes qui atteindra les 40 jours. 40 jours, jusqu'à 60 jours parfois certaines années, c'est une canicule perpétuelle tout l'été. Voilà, on est en alerte au rouge ou orange tout l'été. Je vous laisse imaginer les dégâts humains et avec des poils derrière. Alors en termes aussi de température, forcément remontée du niveau de la mer. Donc ici, on a des zones qui seront très concernées du côté des côtes notamment. Alors là, c'est pour un horizon 2071-2100 sans digue. Donc c'est le cas le plus grave dans le réchauffement le plus chaud. Voilà, je vous ai pris le cas le plus grave. Alors parfois, on voit des figures sur Internet où on nous sort 4 mètres de remontée d'eau ou 5 mètres. Donc toute la France est engloutie. C'est pas maintenant. C'est si on fait rien, ici 2500, enfin là, on sera plus là. Donc là, c'est pour la fin du siècle. Donc problématique de salinité parfois dans certaines côtes au niveau des côtes. Alors à l'inverse, c'est les épisodes de vagues de froid. Ils sont en diminution. La dernière vague de froid, c'est 2012, par la plus grosse en tout cas. Et depuis 2010, on a eu 3 vagues de froid pour 20 canicules. Vous connaissez ici 87-85 que vous avez peut-être vécu. 56 peut-être pour certains. En tout cas, on a 63 et 54 aussi qui sont connus pour des faits historiques, notamment 1954 qui est connu pour l'hiver de l'abbé Pierre, qui est malheureusement maintenant connu pour des canicules plutôt que des vagues de froid. Alors, vous avez ici le nombre de jours inférieur à 0 degré, il diminue forcément vu que le climat se réchauffe. 1960-2080. Et donc, quand je regarde au niveau régional, Mauléon-Clisson, on a bien une diminution, sachant qu'il y a plus de gel à Mauléon qu'à Clisson parce qu'on est plus proche de la mer à Clisson. Ouais, donc, c'est logique. À Toulouse et à Nîmes, il y a moins de gel parce qu'on est plus dans le sud de la France ou en climat méditerranéen. En soi, en tous les cas, le nombre de jours de gel diminue. Vous allez me dire pourquoi je parle du gel dans un contexte de changement climatique. Le gel, il a 3 facteurs pour vous. Premier facteur, il structure le sol, notamment pour l'accessibilité des parcelles. Deuxième facteur, les maladies. Le gel, notamment en dessous des -5, va tuer les pucerons, les mouches, les moustiques, les vecteurs de maladies. Et donc, plus il fera froid en hiver, plus ça va nettoyer vos parcelles. Le gel est votre meilleur insecticide, que ce soit pour l'animal, pour l'homme ou pour les plantes. On s'arrête. Et dernier point, le gel est très important pour les arbres. Les arbres ont besoin de froid pour fleurir, c'est la vernalisation. Et donc, ça va, s'il y a moins de froid, donc certains arbres ne pourront plus fleurir sur le territoire. Alors, je vais commencer à regarder maintenant les impacts agricoles. Après avoir parlé des différents éléments climatiques, je me suis un petit peu plus attardé d'habitude sur l'eau, puisque on est dans une assemblée qui parle essentiellement d'eau. Maintenant, on va regarder toutes ces différentes adaptations sur ces différentes conclusions sur les cultures que vous avez sur le territoire. Je commence par le blé, pas forcément la culture majoritaire, il me semble. De 1815 jusqu'à 2024, vous avez ici les rendements du blé, avec depuis 1945 une multiplication par 7, ce qu'on a appelé la révolution verte, accompagnée d'un certain progrès génétique, mécanique et chimique. La définition du progrès a évolué depuis, suivant les demandes sociétales. Elle a évolué en intégrant le climat, mais aussi l'environnement. Depuis les années 2000, le rendement du blé s'est stabilisé pour plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une accentuation soit des excès, soit des déficits. Je rappelle que pour le crapan, il y aura les excès d'eau, des excès ou des déficits d'eau pour le blé, donc pendant sa période de remplissage du dor. C'est la fin de TIP. Le rendement s'est stabilisé. La très grosse partie d'explication est des accidents climatiques de plus en plus fréquents durant la fin du cycle du blé. Deuxième explication, des décisions politiques, notamment d'interdiction de substances actives. 3 et 4, c'est changement dans les rotations, moins de diversité de légumineuses, même si on essaye de revenir dessus. Et la baisse de fertilité des sols avec les travaux mécaniques. Ça aussi, on essaye de venir progressivement dessus. Donc nos rendements du blé se sont stabilisés. Si je me projette en 2050, intéressant,
Vous avez dans la partie sud de la France un rendement moyen qui devrait diminuer d'à peu près 7, voire peut-être un peu plus, suivant les résultats. La partie centrale, légère diminution. Et sur notre territoire, il va être découpé en deux. La partie nord de territoire aura des rendements du blé qui auront tendance à évoluer. On ne voit pas forcément sur cette figure, mais la majorité des études scientifiques le montrent. Et sur la partie sud, on aura -3, -4%. Alors qu'on soit d'accord, -3, -4% ou plus au nord, +2, +3%, ça va pas annuler une filière sur le territoire. Il y aura toujours du blé en 2050 et on a tout intérêt à avoir du blé en 2050. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi le rendement augmente sur la partie nord? C'est l'effet CO2. Le CO2 étant fertilisant pour les végétaux, il accélère le développement du blé parce que vous avez suffisamment d'eau. Encore une fois, je vous ai dit, en hiver, il va pleuvoir. Dans le sud de la France, c'est pas le cas. L'eau ne sera pas forcément présente tout le cycle du blé. Donc, on ne pourra pas faire cette photosynthèse qui permet d'utiliser le CO2 en excès dans l'atmosphère. C'est pas automatique. Le CO2 ne permet pas d'augmenter toujours le rendement des végétaux. Alors, nord, rendement qui augmente. Sud, quand je dis nord, c'est vraiment le nord de plutôt Clisson, hein, le nord. Et puis, le sud, on a les rendements qui diminuent. Alors, pourquoi il est important d'avoir un poids économique de cette culture du blé sur le territoire? On verra comment la continuer plus tard. Mais vous avez ici la carte d'Europe avec l'évolution du rendement du blé entre le nord et le sud de l'Europe. En bleu, hausse de rendement. En orange, diminution. Ce qu'on observe, c'est que notre région française et allemande va avoir une modification. On a un shifting, un déplacement de la zone de production vers le nord-est de l'Europe, où on va chercher des conditions pour le blé qui sont meilleures. C'est-à-dire Biélorussie, Ukraine et Russie également, en plus de la Pologne. C'est-à-dire que dans certains pays, ils vont profiter du changement climatique. Il y aura des hausses des rendements, notamment pour les céréales, tandis que chez nous, ce sera plutôt pour les fruits et légumes, où ça sera intéressant. Chez eux, ce sera plutôt pour les céréales, avec une augmentation des rendements du blé. Certains pays comme la Russie sont passés d'importateurs il y a 15 ans à premier producteur mondial. Donc on aura des compétitions géopolitiques, et c'est déjà le cas avec nos amis du nord-est de l'Europe, qui n'ont pas les mêmes conditions économiques et surtout sociétales et environnementales qu'on produit. Elles n'ont pas les mêmes dents. Donc, depuis que la Russie est ancrée dans ce marché du blé, le mondial, à partir des années 2007, vous voyez ici, c'est les rendements, les prix du blé en tonnes depuis 1959. Mais vous voyez bien, 2007, hop, 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 les prix ne font que varier. En fonction de l'humeur de la Russie, entre une annexion, une guerre ou une sécheresse, eh bien, on a livré notre alimentation pour plus. Et qu'on soit d'accord, il faut anticiper, encore ce terme, pour ne pas faire la même chose pour le sucre, pour la pomme de terre, pour le maïs, qui ont aussi leur production qui s'éloigne. Et donc, on doit aussi apprendre à intensifier d'une certaine façon notre façon de faire, tout en respectant aussi notre deal environnemental. C'est là où tout est la problématique. On verra certaines solutions de partie paysagère tout à l'heure. Alors pour le maïs, c'est différent. Le maïs, lui, va pousser en été. Donc les rendements vont plutôt diminuer sur la partie sud de la France, légèrement augmenter sur la partie nord dans un premier temps, puis diminuer avec les sécheresses qui arrivent par la suite. Donc le rendement du maïs, lui, différent du blé, son rendement va commencer à diminuer en irrigué ou en irrigué. En cartographie, ça vous donne ça. En irrigué en haut, à plus 1,5, on a des rendements qui vont légèrement diminuer, même en irrigué dans la région. Par contre, en non irrigué, là, les rendements se cassent la gueule parce qu'on a à la fois des stress hydriques et des stress thermiques. Voilà, le maïs n'aura pas du tout les mêmes impacts que le blé. En plus, le CO2 ne lui fait rien et ne poussera pas plus vite avec l'effet CO2. En termes de solutions d'adaptation pour le maïs et le blé, on va avoir des solutions paysagères et agronomiques que je vais détailler tout à l'heure. N'oublions pas l'âge de vie par rapport à la résistance sécheresse et canicule. Et n'oublions pas la biogéographie, ça aussi je vais le détailler tout à l'heure, c'est l'arrivée de nouvelles cultures. N'oublions pas alors les réserves de substitution et l'amélioration des outils d'irrigation qui peuvent être une solution à condition en parallèle de travailler sur l'agronomie et le paysage. Ce n'est pas magique non plus. Le numérique, la recherche, des aspects politiques, les aspects politico-économiques et sociétaux. Je rappelle que le monde agricole a besoin d'avoir une stabilité financière pour pouvoir faire les transitions agricoles. C'est pas dans le cas actuellement. On peut pas entamer des évolutions agricoles en ayant des financements qui sont pas forcément au top.
Voilà pour les grandes cultures. Je passe aux vaches laitières et au fourrage. Vous avez ici l'évolution de la production de fourrage sur l'année, donc production année, de 1950 à 2050. Vous savez très bien, tout aussi bien que moi, mais du mieux que moi, que la production fourragère essentiellement se paie au printemps avec un beau creux estival. En général, ça pousse moins vite. Ce qu'on voit au petit 1, c'est que nos animaux, pour aller sortir plus tôt avec le changement climatique, puisqu'au printemps, il y aura de l'eau, du CO2 et la température, à condition qu'il n'y ait pas d'excès d'eau pour le piétinement. Donc, on pourra sortir nos animaux plutôt au pâture. Au petit 2, ici, vous aurez un pic de production printanier qui sera plus resserré, mais plus haut. Donc, on aura une bonne production. Là, ça va dépendre des excès d'eau pour voir si on peut y accéder pour ne pas altérer la qualité de ce fourrage. Et au petit 3, un déficit estival plus important avec une reprise automnale incertaine au petit 4. L'objectif est de savoir si le petit 2 compense le petit 3, si l'excès du printemps compense le déficit estival. Sur notre région, je vous rassure, c'est le cas. C'est pas le cas dans le Languedoc-Roussillon où là, on a une diminution de la production annuelle. Ici, on a une augmentation. Vous avez ici la production annuelle de 1950 à 2070, Pays de Caux, Périgord, Brest, Tarn, Saintonge. C'est pas très loin d'ici. Donc voilà, mais en gros, vous voyez, sur la plupart des régions françaises, ça augmente grâce au printemps et à l'effet CO2. Par contre, dans le Languedoc, ça diminue. Donc il y aura des problématiques saisonnières de fourrage, mais dans le fond, on pourra en moyenne avoir du fourrage on pourra toujours avoir des animaux dans la région. En termes de là, il va falloir apprendre à étêter les excès et les déficits. C'est un peu comme l'eau. Et il y a plusieurs façons pour le fourrage. La solution principale est la gestion des stocks, vous le savez, les stocks du foie gras pour redistribuer l'été. Mais il y a une autre solution, notamment dans le nord-ouest de la France, qui répond à plusieurs problématiques. Le métail est une très très bonne solution, puisqu'elle permet d'avoir une autonomie fourragère et protéique, du moins la PCI est dit tendre, un couvert végétal, donc une protection contre l'érosion, les fortes chaleurs et une régulation de la température également du sol. La structuration du sol par également les racines de ce métèque au lieu d'avoir ce sol nu. Et puis, pour moi, très important, le stockage du carbone. Ça, c'est un de nos rôles principaux dans l'avenir, sera le stockage du carbone. Donc, le métal, il allie à la fois des aspects environnementaux, climatiques, production et animal. Donc, c'est extrêmement intéressant. Après, on peut rajouter de nouvelles espèces par un veau semis dans nos prairies pour des espèces plus résistantes. Et celles qui ont des racines plus profondes sont plus intéressantes. La luzerne, c'est parti. Des solutions paysagères et une restructuration pour le sud. J'y rentrerai pas dans les détails parce que j'en aurai pas le temps, mais les impacts seront plus graves dans le sud de la France. Alors ça, c'était pour le fourrage. La production animale est aussi impactée par la température directement sur les animaux d'élevage. C'est l'indice THI, température, humidité, indice. C'est facile à comprendre. Plus il fait humide et plus il fait chaud, plus notre vache laitière va être en stress. C'est son corps, mais c'est pas les végétaux, là c'est d'animal directement. De même, pour vous, en tant qu'humain, mammifère, vous êtes soumis à ce stress thermique. En canicule, vous avez certaines souffrances corporelles qui se mettent en place. Cette souffrance corporelle est vue négative par les deux aspects. À la fois, c'est une souffrance corporelle, donc un mal-être animal, mais aussi de production, donc économique. À court terme, cette accentuation du stress va vous impacter sur la perte de production de lait journalière, mais aussi un mal-être animal. Donc, il faut jouer sur les deux à la fois pour résoudre cette problématique. À long terme, vous avez des problèmes de mamite, inflammation mammaire. Vous avez des problèmes de défense immunitaire. Vous avez des problèmes de reproduction qui peuvent se mettre en place. Et donc, des impacts économiques à moyen terme. Donc, il est très important, à la fois pour la santé, mais aussi pour l'économie, de faire face à ces éléments de qualifus que j'ai calculés pour vous à Clisson, Rennes, Cognac et Montpellier. Montpellier dans fictif parce que nous avons vache des pierres dans nos scènes. Ce que vous voyez, c'est qu'en bleu, ce sont les stress thermiques faibles qui n'ont pas d'impact économique. En orange, les stress thermiques modérés, en rouge, les stress thermiques forts, de 1950 à 2100. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout le long du siècle, on a des impacts modérés, faibles et forts qui vont augmenter, avec des impacts économiques qui vont devenir de plus en plus importants. Bien sûr, plus on s'éloigne de la mer et plus on descend dans les terres, plus l'impact thermique sera fort.
C'est-à-dire qu'à Montpellier, les quelques vaches laitières, je crois qu'il y en avait quelques-unes autour de chez moi, ne seront plus là. Peut-être Auvin, Caprin derrière, mais faudra les faire remonter en altitude. Donc en termes de perte potentielle économique, c'est très important de les prendre en compte. Vous avez ici la perte de lait en 1970 et 2070. Sur la région, on avait à peu près 2 à 5% de baisse de production à cause de canicules en été. Dans l'avenir, c'est quand même beaucoup plus important, avec un dégradé nord-ouest-sud-est, suivant les vents d'ouest. Donc plus on ira vers le nord, plus il fera chaud, et donc des impacts économiques importants jusqu'à moins 12 à moins 15% de production en été, ce qui a un impact économique important. Je tiens à préciser, dans le sud de la France, c'est moins 25%, ce qui est un level peut-être un petit peu plus élevé à ce niveau-là. Donc des stress thermiques qui vont intervenir. Et donc forcément, si on a des stress thermiques, on pense aux bâtiments d'élevage. Les bâtiments d'élevage étant la principale solution pour y faire face. Pollinisation, ventilation, circulation de l'air. Et la deuxième solution, et vous aimez bien le petit sur le territoire, c'est le bocage. Les arbres sont une des solutions pour étêter les extrêmes climatiques, mais aussi apporter de l'ombre. Après, il y a d'autres solutions génétiques, mais là, ça prend beaucoup de temps. Restructuration pour les sud, remontée en altitude, passage à crête à 8 jours, diminution du cheptel et réorientation de la production vers l'Auvin et le Caprin. Là, c'est quand même plus grave que ce que je vous propose ici. Alors, il y a aussi des solutions de gestion d'alimentation en cas de canicule, mais ça, vous le savez mieux que moi. Alors, je vais entamer maintenant une partie qui va être un petit peu différente. Là, j'ai fait des constats d'évolution agricole, blé, maïs, on pourra parler d'autres cultures en question, et vaches laitières et fourrage. Maintenant, j'aimerais regarder, notamment sur notre région, comment le paysage, comment le microclimat, comment la course de l'eau peut être aussi une des solutions. Je vais mettre de côté l'irrigation, je vais mettre de côté la génétique, parce que ça, vous les connaissez. On va regarder au niveau des paysages. Ce qui s'est passé ces 50 dernières années, c'est qu'on a accéléré la course de l'eau sur le continent. Vous avez ici différents aspects. En agriculture, le drainage, le labour et la suppression des haies sont des acteurs de l'accélération, mais il n'y a pas que l'agriculture, l'aménagement hydraulique, covage, artificialisation des berges et suppression des eaux ont accéléré la course de l'eau. Et vous connaissez surtout l'urbanisation, notamment la bétonisation. C'est-à-dire que sur notre paysage que nous avions à l'époque, qui était complexe, on l'a simplifié. Quand je verse de l'eau sur ce paysage, l'eau va directement aller rapidement à la rivière. Un paysage complexe est un paysage qui permet de retenir cette eau de différentes façons. Alors, je suis pas en train de vous dire de mettre des haies partout, et c'est de savoir où mettre votre haie de la façon la plus intelligente possible. Quand vous avez, par exemple, une pente, mettre une haie perpendiculaire à cette pente permet de ralentir la course de l'eau et de laisser le temps à l'eau de s'infiltrer dans les sols, voire les nappes phréatiques s'il y en a en dessous. Quand vous labourez dans le sens parallèle à la pente, vous accélérez aussi la course de l'eau parce que vous créez plein de petits toboggans de labourer ou alors de semer dans le sens perpendiculaire va permettre un peu de ralentir cette eau. Il y a plein de petites techniques comme ça, que ce soit paysagère ou agricole, qui permettent de revenir l'eau. Il y a également les petites réserves en eau d'écoulement ou alors de régénérer des réserves en eau de démarre. On a aussi les vignobles dans les sens perpendiculaires des pentes. Attention à la mécanisation cependant, etc. Enfin, il y a plein de petites techniques qui peuvent s'adapter au paysage de chaque territoire. L'objectif, de quelque forme que ce soit, est de ralentir cette course de l'eau pour lui laisser le temps de se répartir, s'infiltrer, de se stocker. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Et sur un territoire comme le vôtre, il est très important d'étêter notamment, ça permet d'étêter les déficits d'eau. Quand en gros, on évite que l'eau coule rapidement, on la ralentit pour la garder au maximum. Alors ça donne des paysages un peu étranges. Alors ça, c'est pas du tout ce que je vois dans la région, on soit d'accord, mais c'est pour vous donner un exemple que là, on ne suit pas le cadastre rectiligne, on va suivre le relief. Bon là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Moi, je vois plus un circuit de Mario Kart pour tracteur dans ces photos-là. Pas du tout ce que je veux sur le territoire, mais là, vous avez d'autres photos. Au lieu d'avoir une pente dans l'arboriculture, on installe plutôt un escalier. Mais ceci dit, il faut aussi penser à la mécanisation. Alors certains aussi mettent certaines rigoles. Là aussi, au haut des tracteurs, attention. Donc il y a des aspects positifs, des aspects négatifs dans les solutions. Mais en gros, c'est de façonner ce paysage pour éviter d'avoir un toboggan qui ramène tout à la rivière.
Alors, vous avez d'autres exemples, cette fois-ci avec un petit peu plus d'arbres, notamment dans les vignobles, on a des problématiques d'excès d'alcool par cause de l'excès et des excès de soleil et de déficit d'eau. Donc, on essaie d'intégrer des arbres qui, dans certains points de France, peuvent être négatifs, puisqu'ils vont utiliser de l'eau, mais dans le sud de la France, ils deviennent positifs, puisqu'ils permettent d'éviter les jetements du sol et les jetements de notre matériel végétal ici, la vie. Certes, ils utilisent de l'eau, mais ils font de l'ombre et on a un gain maintenant sur cette ombre par rapport à l'utilisation de l'eau. Certains paysages ici, vous avez des vents qui viennent d'ici, là, vous voyez dans le sens comme ça. Eh bien, on a des haies, des arbres fruitiers qui permettent de ralentir le vent. En ralentissant le vent, on maîtrise le microclimat, on évite l'évaporation et la transpiration. Ça, c'est surtout en Méditerranée. Vous, ce qui est intéressant, c'est la partie nord-est de vos champs, c'est la Bise. C'est elle qui est la plus sèche, qui peuvent vous provoquer des effets de sécheresse éclair. Et là, vous avez des vignobles en étage. Voilà, donc voilà, encore des arbres dans les différentes cultures, pastoralisme ou grande culture, mais attention, tout dépend aussi de la densité des arbres. On est là aussi pour produire aussi du blé, je vous rappelle. Et si on met beaucoup trop d'arbres dans nos parcelles, cette fois-ci, on aura trop d'eau et pas forcément de bons rendements. Donc là, un rôle important à jouer, la gestion du microclimat. Ils étêtent les extrêmes, la protection de nos animaux d'élevage et contrôlement, la vie du sol, la gestion des écoulements. Et puis, si c'est un arbre fruitier, c'est un peuplement de revenus. Donc ça, c'était pour les paysages, pour l'arbre, pour la structure des paysages. Je regarde maintenant l'un des points les plus importants aussi, notamment sur des territoires hydriques comme celui-ci. 50% de votre solution ne va pas se situer dans l'air. Elle va se situer sous vos pieds. 50% de votre solution, c'est le sol. Alors, je ne vais pas détailler l'agriculture de conservation des sols ou les techniques de non-labo, de semis sous couvert, de couvert végétal, mais ça, vous les connaissez tout aussi bien que moi. Mais en gros, le couvert vous permet de protéger vos sols, de stocker du carbone, de limiter l'évapotranspiration, de limiter l'échauffement, de limiter l'érosion, de gérer les excès d'eau et les déficits d'eau en même temps. C'est-à-dire que ça répond à votre problématique d'excès et de déficit, et c'est d'ailleurs la seule solution qui répond à l'excès et déficit d'eau. Donc quand je regarde l'agriculture de conservation des sols, problème climatique, conséquences terrain, réponse de l'agriculture, accentuation de la densité pluvieuse, lessivage, ruissellement, inondation. Donc l'agriculture de conservation des sols ou certaines techniques, on est obligé d'être un puriste, eh bien ça ralentit la course de l'eau et ça permet au sol de mieux absorber cette problème climatique, accentuation et allongement des sécheresses. C'est à l'inverse. Baisse de l'indice hydrique des sols et perte de rendement en conséquence. L'agriculture permet d'améliorer la capacité en rétention d'eau des sols et puis d'ombrer et d'éviter l'évapotranspiration. Forte température, c'est ce que je vous ai dit. Donc, conséquence, augmentation de l'évapotranspiration et perte des rendements, échauffement du sol jusqu'à plus 6 degrés. Et là, vous avez, avec la CS, meilleure gestion, notamment le pouvel, meilleure gestion de la température de ce sol, etc., etc. En termes de solutions, je passerai à ma dernière partie sur les filières d'agriculture et après, je vous passerai la main. Est-ce que le local d'aujourd'hui sera le local de demain? Je commence par cette cartographie de 2000 et 2100. C'est l'aire de répartition de nos forêts. En rouge, c'est ce qu'on appelle la garrigue. C'est l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen en 2000 en Méditerranée et elle va commencer à s'étendre progressivement jusqu'aux Deux-Sèvres d'ici 2100. Donc on aura la garrigue, les cigales qui chantent. Et donc forcément, on peut se douter que ces paysages agricoles de garrigue sont associés à de l'olivier, à de l'abricotier, de la vigne, du maraîchage. Et bien forcément, ils vont aussi remonter avec ces arbres. Le pli maritain va plutôt concerner la majeure partie du territoire jusqu'à Nantes, cependant. Vous avez ici l'aire de répartition de nos cépages de vignobles. En bleu, c'est les cépages de Bourgogne, de Champagne, des Pays de la Loire, c'est vos cépages. Eh bien, en vert, ce sont Bordeaux. En jaune, c'est plutôt le Pic Saint-Loup. Et en orange, c'est plutôt Châteauneuf du Pape. Vous avez la date qui défile en haut. Ce sont des modélisations. Je rappelle que je suis scientifique. Ce sont des données que je calcule depuis le début que je vous montre. Donc ça, c'est des modélisations que j'ai faites pour l'Union européenne, notamment pour la désertification espagnole et du nord de l'Afrique.
La vigne, elle, a tendance à remonter. On découvre de nouvelles terres agricoles à Bruxelles et puis à Londres, tandis qu'ici, rapidement, les cépages bordelais, c'est déjà le cas, pourront arriver. Et puis derrière, on aura les cépages du sud-ouest de la France, de Toulouse, du Pic Saint-Loup, qui pourraient arriver à partir de 2050-2060. Syrah, Marsal, Roussal, Grenache, Mourvèdre, des cépages que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre ici. Donc le goût du vin va évoluer. Le terroir aussi, économiquement parlant, on pourrait avoir de nouveaux aspects. Vous avez ici l'abricot. Alors qu'on soit d'accord, c'est un indice climatique et pas pédoclimatique, donc je n'ai pas pris en compte le sol. L'abricot a besoin d'un sol qui n'a pas d'excès d'eau. Hein, et ici, dans la région, il y en a. Attention, ne mettez pas un abricotier dans un marais, ça va pas le faire sinon. Alors, vous avez l'abricotier rouge du Roussillon en 100% de succès économique dans le Roussillon dans les années 1960. C'est pour ça qu'il s'appelle rouge du Roussillon. Dans l'avenir, il remonte progressivement. Et ce triangle entre Nantes, Angers et Rennes devient de plus en plus arboricole sur la plupart des cartographies que nous avons, avec un potentiel intéressant économiquement parlant, à condition bien sûr d'investir dans les filières et donc d'anticiper, encore ce terme d'anticiper. Là, c'est le pommier le pommier golden qui est présent dans la région et qui progressivement va perdre de sa place puisqu'il ne fera plus suffisamment froid en hiver pour garantir sa floraison. Il sera remplacé peut-être par des pommiers venant plus au sud de l'Europe. Toujours dans ces trucs un peu plus exotiques, vous avez la salade. Bon, alors vous connaissez par les maraîchers de Nantes, un peu plus au nord. La salade, 1970-2040, la semaine 33, donc en août. Ce qu'on voit, c'est qu'en août, vous pouvez cultiver de la salade, mais ce n'était pas la meilleure période, que le printemps ou l'automne. Dans la Vière, on a un petit bout de vert qui apparaît, là, je ne sais pas si vous le voyez. Le potentiel de salade augmente progressivement en été, par contre, ce qui diminuera plus tard dans le siècle. Toujours sur cette salade, là maintenant on passe sur les carottes. Alors les carottes, elles sont très présentes en été en Bretagne et puis dans le coin et elles le garderont même si elles perdront un petit peu de force d'ici 2050 parce qu'il fera trop chaud par le sud de la France. Alors vous avez maintenant des choses plus exotiques, la tomate qui n'était pas forcément économiquement parlant intéressante ici en plein air. Peut-être sous serre, je ne sais pas. En tout cas en Bretagne on en a sous serre. Bah là, voyons pas en vert, le réchauffement favorise les cultures de la ratatouille, tomates, courgettes, aubergines, etc. Donc je peux aller plus loin, la patate douce qui est tropicale, elle pourrait débarquer progressivement par le sud de la France, même si maintenant on en fait un peu, mais économiquement, on aura des filières plus importantes. Alors, faut pas exagérer non plus le pistachier. Le pistachier qu'on retrouve du côté de la Méditerranée en 2005. En 2095, il arrivera à La Rochelle, mais alors là, ce sera très très loin. Ne plantez pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que vous voyez pistachier à Cavaillon, effectivement, il y a une filière qui se crée. Il faut en planter partout. L'olivier, ça devient intéressant, effectivement. L'olivier, alors attention, pas trop proche. Ça démordera des coins par rapport au gel, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'est pas résistant en dessous des moins 15 degrés. Mais progressivement dans le siècle, il devient intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que l'espace se désertifie, donc les oliviers d'Andalousie qui font 50% de la production mondiale, vont se situer dans l'avenir. À Toulouse, on est déjà en train de planter. Et une des adaptations climatiques, c'est de changer les champs de maïs en oliviers. Là, je peux vous dire que vous économisez au moins 50% de l'eau sur une parcelle. Alors, toujours dans ces paysages, et notamment les paysages très aqueux, vous avez le bouleau qui est très présent. Le bouleau progressivement disparaît des plaines agricoles, puisqu'il faut être très sensible, malheureusement, aux fortes chaleurs, à la sécheresse. Le chêne Cécile, progressivement, lui, va aussi partir, mais après les années 2050, ils seront progressivement remplacés. Là, le chêne, pareil, il disparaît, progressivement remplacé par le frêne. Le frêne plutôt d'Espagne qui remonte. Alors il y a aussi le port d'Alep, on a le port maritime, on a les trucs de Jules César, le laurier qui remonte, etc., etc. On a des paysages qui vont évoluer. Le hêtre aussi a de plus en plus de problématiques. Voilà pour certains paysages. Maintenant, pour les grandes cultures, vous avez des trucs un peu... Alors ceux qui aiment l'apéro, ça va être la fête, hein, parce que la cacahuète pourrait s'implanter dans la région avec l'autre futur vin du Pic Saint-Loup fait dans les Pays d'Alois. Vous avez d'autres cultures, le pois chiche avec le houmous qui pourrait arriver. Bon, le houmous, on a déjà une filière. Alors, ça paraît peut-être curieux. Alors, pois chiche, c'est intéressant. Il fait effet légumineuse. Hein. Ça paraît peut-être curieux, mais il va falloir faire aussi évoluer la gastronomie, les filières des territoires, donc d'anticiper
tout cela de travailler avec le milieu de l'agro-industrie. Et le maïs, je vous ai montré beaucoup de positifs. Le maïs, lui, à partir des années 2050, il a tendance à perdre du potentiel. Par contre, il en gagne beaucoup en Russie. Alors que lui, pareil, comme le blé, il se décale. Voilà, donc je suis allé vite sur la fin, puisqu'on n'a qu'une heure pour parler de tout ça, voire même un petit peu moins. Je vais laisser la place aux questions. En tout cas, je vous laisse sur cet orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes, donc au-dessus de la Méditerranée. Et cette photo que j'ai prise à Cannes le 4 août 2020, en 2021, au concours mondial de la météorologie, du climat, de l'environnement et du climat et de l'environnement, et ben cette photo a été élue plus belle photo du monde. Merci. Merci, Serge. Merci pour votre attention. J'espère que vous n'avez pas trop tourné. Je suis libanais, je marche beaucoup et je parle beaucoup avec les mains. Ça n'a pas mal qui m'en rêve. Oui, ça va. Bah, posez vos questions, on a quelques minutes pour ça. Voilà, il y a la possibilité, on a un micro. Qu'une main se lève et la première question sera posée à Serge. Je sais pas. Présentez-vous rapidement. Merci. Oui, Pascal Sachaud, je suis paysan. Et j'ai lu ce matin au cours des thématiques de courant marin et entre autres de l'ABOC. Et avec probablement un climat qui s'approcherait peut-être dans 50 ans du climat avec très chaud en été et très froid en hiver. Exactement. Alors, je vais te donner quelques définitions entre l'AMOC et le Gulf Stream, ou mais c'est le Gulf Stream. C'est un courant d'eau chaude qui remonte des Caraïbes et qui va cerner jusqu'à la Caroline du Nord et longer un petit peu la côte américaine. Voilà, je vais les montrer là. Alors, ne regardez pas les couleurs parce que ça ne correspond pas, mais le Gulf Stream il part d'ici et il remonte jusqu'à là. Ensuite, on a l'AMOC. C'est la dérive nord-atlantique. C'est la continuité du Gulf Stream. C'est elle qui nous apporte la douceur, c'est toute cette zone rouge que vous voyez là, et qui nous apporte du coup le climat qu'on dit tempéré. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau douce en hiver, donc on a un hiver doux par rapport à Montréal, et en été, il y a de l'eau douce également qui tempère les canicules estivales. Si on perd ce dérive nord-atlantique, on aura des hivers plus froids et des étés plus chauds. C'est-à-dire que toute l'économie du territoire agricole est à jeter à la poubelle, il faut tout revoir. Alors, ça fait plutôt peur. Moi, je ne suis pas de cette partie-là, puisque en réalité, quand on regarde les études scientifiques, il faut regarder les consensus internationaux. Sur ce sujet-là, il n'y a pas encore consensus. C'est-à-dire que ça dépend des mois, hein. Il y a des mois où la presse va vous dire le courant s'affaiblit, et là, il y a une semaine, ils ont dit non, en fait, moi, il ne s'affaiblit pas dans les dernières études, il est toujours stable. Donc, on ne peut pas pour l'instant intégrer dans ces études-là l'impact du courant puisque ce n'est pas un consensus. Ce serait proposer à des décideurs politico-économiques de prendre des mauvaises décisions sur un fait scientifique qui, lui, ne fait pas consensus par rapport au changement climatique en lui-même qui, lui, le fait. Donc, à faire évoluer suivant ma carrière dans les 10, 20, 30, 40 ans à venir, peut-être qu'on aura de nouvelles informations à ce sujet qu'il faudra intégrer. En tout cas, pour l'instant, ça ne fait pas encore consensus au niveau des scientifiques. Voilà, et d'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire ici s'il n'y a plus le courant. Ce qui ferait moins 20 ou moins 25 en hiver, et plus 40, plus 45 en été. Donc, je faut demander aux Canadiens qu'est-ce qu'ils font. On peut avoir une question, oui. Charles Moreau, je suis agriculteur, je suis éleveur de bovins en viande dans le milieu des desserts. Vous avez très peu parlé enfin, pas du tout même de l'élevage bovin en viande. Ma question, elle est, on fait beaucoup d'herbes, élevage à l'herbe. Donc, quand je vous écoute, j'ai envie de dire, oui, je pense que la pannerie demain, c'est un peu l'avenir, hein, ça sèche pas trop, ça retient l'eau, il y a des haies, il y a tout ça. Mais de l'autre côté, on est en permanence presque harcelé par l'élevage bovin, puisque la viande, ça pollue, ça réchauffe le planète. Est-ce que demain, je continue à faire de l'élevage à viande? Alors, je dois. D'accord. C'est bon? J'ai pas mis les cartographies de perte de gains de moyens, perte de gains quotidiens moyens ou le muscle.
parce que j'ai aussi étudié les stress sur la croissance des vaches allaitantes, mais je les ai pas malheureusement ici. Alors qu'on soit d'accord, si j'enlève mon chapeau d'agro-climatologue et je deviens climatologue. Un climatologue, dans son métier, va vous dire: «Je dois diminuer les gaz à effet de serre, donc je dois forcément réduire 2 fois 3 ma viande ou devenir végétarien». C'est la façon de diminuer les gaz à effet de serre. OK. Un nutritionniste va vous dire: «On mange trop, de viande». Alors là, c'est vrai, on a trop d'apports protéines animales, trop parfois, de cholestérol au passage et on n'a pas forcément autant, besoin. OK. Un agroclimatologue, donc moi, il va vous dire: OK, bah, qu'est-ce que fait l'élevage sur mon territoire et quels sont les effets positifs et négatifs? Les effets négatifs, c'est le méthane. Parfois, quand on a des excès d'animaux, ça peut être la pollution de l'eau, mais en tout cas, c'est peut-être pas le cas sur le territoire, il me semble, par rapport à la Bretagne. Mais, il y a le méthane. Le méthane est effectivement un très fort, gaz à effet de serre avec certes une durée de vie moins courte que le CO2, mais c'est quand même un gaz à effet de serre. Donc dans tous les cas, il va falloir qu'on se dise comment réduire ces émissions de méthane, comment réduire ma consommation. Mais en parallèle, si on enlève les vaches laitières des territoires, qu'est-ce qu'on fait à la place? Dans les zones humides, dans nos bocages, qui sont aussi une zone de biodiversité, un château d'eau aussi, une zone tampon pour les excès et les déficits d'eau. Qu'est-ce qu'on en fait de ces zones-là? Donc il y a un rapport important entre l'élevage et la production, végétale qu'on doit garder en tant que solution pour le changement climatique. La structuration des paysages, la structuration de l'eau sur ces paysages, l'économie, mais également, la partie, on va dire, biodiversité associée à ces élevages est très importante, tout aussi que la fertilisation du bio. Il faut aussi savoir qu'elle vient, vous savez, elle vient, des animaux essentiellement. Donc ça veut dire que j'ai deux paramètres dans mon équation, réduire, le méthane, mais aussi, garantir une structuration du territoire et un lien entre le végétal et l'animal. Donc ce que je dis, il y a 2 voies possibles et ça dépend de vous, ça dépend pas de moi. C'est pas moi qui choisis votre alimentation. Sur une autre assemblée, pas forcément ici, bah, la plupart des personnes vont dire: «Je préfère devenir végétarien, ça diminue mes gaz à effet de serre». Dans une assemblée d'agriculteurs, vous allez dire: «Je veux continuer à manger de la viande, je ne veux pas changer cette façon de faire». Par contre, dans ce cas-là, je vous dis, vu qu'il faut réduire notre consommation de viande, achetez la française et enlevez toutes les viandes préparées et toutes les viandes qui viennent de l'étranger. Alors ça, il faut le faire comprendre aux politiques également. Tout ce qui vient de, l'étranger, c'est-à-dire, gardez-la au fourrage, parce que le fourrage structure le paysage, matrix stocke du carbone. Alors oui, c'est quand même émetteur de, gaz à effet de serre, mais c'est pas à moi de choisir votre alimentation. Je vous conseille, dans le cas où vous voulez garder votre façon de manger au niveau de la viande ou vous voulez plus en manger. Je conseille dans les, 2 cas, acheter la française. Moi, je l'achète, plus cher, du coup. Elle vient d'Aubrac parce que bon, moi je viens de Montpellier et je me fais une pièce de bœuf, à la maison. Alors sauf quand je suis en déplacement, c'est plus compliqué à gérer, mais je fais une pièce de bœuf, voilà, ouais, 1 fois par semaine, c'est suffisant. Par contre derrière, oui, j'ai des poules aussi, j'ai des coqs. C'est pas facile toujours de s'en débarrasser, mais mes pauvres enfants, enfin pas les enfants, les coqs, hein, je me débarrasse pas de mes enfants, enfin j'aimerais bien. En fait, on oublie, du et du coup, essentiellement une pièce de viande bovine, mais de qualité. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, en fait, pour réduire votre consommation de viande, c'est d'acheter, essentiellement, française. Est-ce qu'il y a une ultime question pour Serge? Ouais, la dernière. Oui, Thierry Bordaz, je suis agriculteur, éleveur aussi, plus proche de Niort. Là, vous nous avez parlé de la sécheresse, les mouvements de population, vous en avez pas parlé. Quels sont les territoires qui vont devenir invivables? Et l'impact, on peut en... Ouais. Peut-être cette carte-là pourrait expliquer ce que c'était. Cette carte-là, ouais. Alors, il y a différentes cartes, hein, pour vous montrer ça, genre, vous savez, j'ai à peu près 700 diapos de présentation, donc là, je vous en ai montré qu'une petite partie. Vous avez ici le nombre de jours caniculaires, l'augmentation du nombre de jours caniculaires, plus
20 à plus 40 jours en moyenne par an dans le sud de l'Europe. Donc on a une problématique ici sur toute la zone méditerranéenne qui est ma zone problématique. Espagne, Maroc, Liban, Libye, Israël, Palestine, Turquie également, la Grèce, le sud de l'Italie auront des problématiques de désertification. C'est-à-dire que quand ils font appel à moi, je fais des études pour eux aussi, ils me disent pas de venir là comme vous. Serge, il faut que tu donnes quelques solutions sur le territoire et quelques adaptations aussi positives. Là, ils viennent, ils me disent, il faut que tu nous trouves à partir de quand on pourra plus produire. C'est quand même différent comme réflexion. Parce qu'ils savent qu'il y a un moment, quand il fera, certes, ils ont de l'irrigation, les Espagnols, mais il fait 40, parfois même 48 degrés. Bah oui, à un moment, ça détruit la production de melons, de tomates, même dans les serres, on n'arrive pas à les refroidir. Il y a les stress thermiques qui arrivent. À partir du moment où on a des stress hydriques et des stress thermiques, il n'y a pas que les végétaux qui souffrent, il y a aussi le sol. La première cause de désertification, c'est la perte de vie des sols, donc moins de matière organique au fait pousser des végétaux, donc moins d'ombre, et donc accélération du soleil sur le sol, et donc de désertification accélérée. Donc vous, pour lutter contre ces effets-là, c'est la maîtrise du paysage de l'eau, c'est très important pour éviter d'arriver à ce type de problème, même si dans le réchauffement plus fort, on n'y arrive pas, et on peut le tamponner par le paysage. Chez eux, même en le tamponnant, dans un premier temps, c'est pour faire reculer la date. Mais il y a un moment, si le changement climatique évolue jusqu'à plus 3, plus 4 degrés, comme on en parle au ministère, l'Espagne ne pourra plus se produire. C'est-à-dire le sol, c'est-à-dire les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils s'en vont en ville, les jeunes ne reprennent pas. C'est-à-dire que les médecins, les caissiers, les caissières, les magasins, puis tout s'en va. Toute l'économie de drainage, l'économie des tuyaux, l'économie d'irrigation, l'économie de tout ça, ça s'en va. Donc exode et remonter vers le nord, forcément. Et je peux vous dire que notre principal problème dans l'avenir est un problème migratoire également, d'ici 2050. Et pas forcément des migrations comme on peut l'entendre parfois à la télévision, des migrations politiques que certains dénoncent. Ce sera des migrations d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols dans l'espace Schengen. Si toutefois, il y a encore un espace Schengen d'ici là. Enfin, vous posez la question maintenant avec des dernières élections. Eh bien, c'est des problématiques qu'on ne prend pas en compte parce qu'on affronte le changement climatique. Je sors un petit peu de mon rôle d'agroclimatologue. On affronte le changement climatique de façon en silo, chacun pour soi. Mais on n'affronte pas le changement climatique à l'unisson. Et pour faire face à un problème mondial, il faut que tout le monde l'affronte ensemble. Je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, notamment, ou dans la partie est de l'Europe, ce n'est pas le cas. Quand on affronte aussi le changement climatique au niveau européen, c'est qu'il faut avoir des politiques européennes, notamment de déplacement de bassins de production, qui sont anticipées. Il n'y a pas une seule phrase qui est prononcée depuis 50 ans à l'Union européenne et personne n'en a jamais parlé de qui va produire ce blé, qui va produire ce maïs, qui va produire, comment les biogéographies des cultures vont évoluer dans l'avenir et traverser les frontières et comment les échanges vont se faire dans l'avenir. Personne n'en parle. Voilà, donc pour affronter le changement climatique, il va falloir être solidaire parce que oui, il y aura des mouvements de population qui viennent du sud et même parfois du sud de la France. J'ai déjà des collègues à moi qui ont déménagé, des agriculteurs, et qui sont allés s'installer plus au nord parce qu'il n'y avait plus d'eau, tout simplement. Voilà, vous serez un territoire qui sera peut-être intéressant, en tout cas par rapport au sud de l'Europe.